bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes et des enfants d'abord. La famille a été une grande absente du quinquennat d'Emmanuel Macron et à l'approche des élections, il est temps de faire un point sur les propositions des candidats à la présidentielle pour la famille. Avec moi pour décrypter ce programme, Christine Boutin sur la famille et François Billot de Lecner sur l'éducation. Un programme politique chargé, donc, vous l'aurez compris, mais sans oublier, bien sûr, la chronique lecture qui accompagne vos choix de livres pour vos enfants et le retour de la chronique consommation sur une pochette de feutre ultime pour vos enfants et leurs œuvres d'art, spécialement pour les parents un brin maniaque comme moi. Êtes-vous prêts ? Je vous rappelle de cliquer sur le pouce en l'air et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté pour ne rien manquer de notre actualité. Allez, c'est parti. Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans l'émission Les femmes et les enfants d'abord. Vous êtes donc bien sûr une ancienne ministre, vous étiez ministre du logement à l'époque. Vous allez me dire, là ça se raccroche aux affaires familiales quelque part parce qu'on a besoin d'un logement correct pour fonder une famille. Et vous êtes surtout la présidente d'honneur de VIA. Voilà, vous avez eu une carrière politique qui a été assez marquée par des engagements en faveur de la famille. Justement, dans ce cadre, j'aimerais qu'on discute de la politique familiale des candidats à la présidentielle. Il y a une mesure qui est très forte, qui revient beaucoup, j'allais dire qu'on pourrait presque relier au logement. Ce sont les logements pour les tout-petits pendant que les parents travaillent. Le nombre de places en crèche. Est-ce qu'on peut vraiment augmenter comme ça le nombre de places en crèche en France ? Je pense que tous ceux qui proposent d'augmenter le nombre de places en crèche, c'est qu'ils n'ont aucune idée à proposer. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit, moi ça fait des années et des années, des dizaines d'années, où j'entends parler de ça et on voit qu'on n'arrive jamais à répondre aux besoins de crèche. Et puis, il faut se poser la question aussi de savoir quel est l'intérêt pour l'enfant d'être dans une crèche. La crèche, naturellement, apprend l'enfant à se sociabiliser, mais c'est aussi un temps qui est retiré aux parents. Donc, je pense que tous ceux qui proposent d'augmenter le nombre de places en crèche, aujourd'hui, ne sont pas sincères, parce qu'on s'aperçoit de fait, réellement, qu'ils n'y arrivent pas. Il y a également cette question de la revalorisation des allocations familiales qui revient énormément chez quasiment tous les candidats, certains à partir de 3 enfants. Valérie Pécresse, par exemple, propose le retour à l'universalité des allocations familiales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une excellente idée. Moi-même, quand j'étais députée parlementaire dans les années 90, je me suis battue très fortement pour faire en sorte qu'elles soient bien universelles, parce qu'elles étaient déjà fragilisées. Et puis, c'est advenu. C'est-à-dire que tout enfant, quel qu'il soit, et quel que soit le milieu dans lequel il vive, a droit aux allocations familiales parce qu'il est enfant et qu'il a la vie, qu'il apporte la vie et l'avenir pour le pays. Ce n'est pas quelque chose qui doit être modulé, bien sûr, les allocations familiales. C'est une excellente proposition. Oui, parce qu'aujourd'hui, elles sont largement soumises à plafond. Ce qui est scandaleux, c'est absolument scandaleux. C'est la confusion permanente des beaux esprits de transformer les allocations familiales en aide sociale. Mais l'allocation familiale n'est pas une aide sociale. L'allocation familiale, c'est la reconnaissance de l'État, de la valeur, de la vie de cet enfant, quel qu'il soit. Ensuite vient l'aide sociale qui aide les familles en difficulté. Il y a un candidat qui a proposé une mesure très forte pour booster la natalité en zone rurale. Il s'agit d'Éric Zemmour qui propose une prime de 10 000 € par enfant qui naîtrait à la campagne, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, de cette mesure ? Est-ce que c'est réalisable selon vous ? Alors déjà, je saluerai la mesure parce qu'elle est la preuve de l'imagination d'Éric Zemmour. Je vous parlais des autres qui proposaient des places en crèche parce qu'ils n'avaient rien d'autre à proposer, parce qu'ils n'ont pas d'autre imagination. Au moins, M. Zemmour propose par cette proposition, comme dans d'autres domaines du reste, quelque chose de nouveau. Alors ça peut surprendre, mais en fait, nous savons bien, si nous voulons le voir,
qu'il y a un problème en zone rurale, qu'on a abandonné la zone rurale. Et derrière cette allocation qu'il propose, sur laquelle je vais revenir, il y a une volonté politique de redynamiser la zone rurale. Je vous ferai remarquer que nous n'arrivons pas à renouveler nos générations actuellement et qu'il serait quand même pas mal que les Français aient davantage d'enfants. Donc ça va inciter à avoir un peu plus d'enfants. Deuxièmement, ça va inciter, et du reste, depuis cette folie du Covid et du confinement, on s'aperçoit que les Français qui habitent en ville sont de plus en plus tentés d'aller dans la zone rurale, ce qui est un bien pour un mal. Donc non seulement on va apporter la vie par des enfants qui vont naître, mais en plus on va redonner la vie à ces zones rurales qui ont été abandonnées. Mais donc, justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on prend le problème à l'envers? Est-ce qu'il ne faudrait pas revaloriser les structures de services publics dans les zones rurales pour que les familles ensuite s'y déplacent? Eh bien, je ne crois pas. Parce que moi, je suis défenseur de la vie. Et je crois que la priorité des priorités, c'est la vie. Et la naissance d'un enfant, obligatoirement, va susciter l'adaptation des structures. Sortez-vous de la tête l'idée de la structure. La structure, on vit ça depuis 40 ans. On ne vit que par la structure. Il faut d'abord vivre par la vie. Et c'est l'enfant qui donne la vie. Et puis après, on lui adaptera les structures. Du reste, si on fait des structures avant la naissance d'un enfant, avant l'arrivée d'un enfant, on risque de créer des structures qui ne soient pas adaptées au temps moderne. Comme les citadins en ont ras-le-bol de vivre en grande ville, eh ben, ils vont y trouver leur compte aussi. Donc non, je pense que c'est une très bonne chose. Je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés par ça, mais imagination, donc imagination, ça veut dire création, vie, tout ça me paraît très bien. Donc des valeurs qui vous conviennent. Il y a une candidate dont on n'a pas abordé le programme, il s'agit de Marine Le Pen, qui souhaite, elle, de son côté, apporter une priorisation nationale aux aides familiales. Est-ce que ça n'existe pas déjà un petit peu, ça? Ah bah écoutez, je n'ai pas revu depuis récemment, mais il me semble qu'il y a quand même un certain nombre d'aides familiales qui sont données à des non-français. Et donc, sous certaines conditions. Oui, sous certaines conditions, mais enfin, il n'empêche qu'elles sont quand même données. Quand on est dans une période de disette, ce qui est quand même un petit peu notre problème, parce que avec toutes les sommes qui ont été déversées par M. Macron pour tenir de façon artificielle la vie économique de notre pays, on va être obligé de rembourser tout ça. Il faut quand même ne pas l'oublier. Et là, on danse sur un Titanic qui est en train de couler. Donc, il va falloir faire des économies. Donc, que l'on réserve cela à des Français, aujourd'hui, ne me choque pas. Du reste, la mesure de M. Zemmour est aussi réservée à des Français. Hein. Et à mon avis, dans les mesures qu'il faudrait proposer, c'est de faire en sorte que la vie de couple soit aidée. Parce que c'est difficile, on voit beaucoup de femmes qui sont seules pour élever des enfants, et tout aujourd'hui est organisé dans la société française pour faire en sorte que l'on ne considère pas la réalité de cette situation, où les femmes ont beaucoup de difficultés. Je crois qu'il faudrait, et on dit que beaucoup de problèmes sociaux viennent aussi de ces femmes qui sont seules, je crois qu'il faudrait essayer de trouver une réponse pour faire en sorte que les couples, puisqu'il faut, jusqu'à présent, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, il faut un homme et une femme pour avoir un enfant, eh bien que cet homme et cette femme soient encouragés à vivre ensemble. Parce que je pense que ça diminuerait beaucoup la violence, ça aiderait à l'enfant à se construire davantage, mais pour cela, il faut que les couples aient les moyens de vivre. Et donc, il faut prendre des mesures qui font qu'on les encourage à rester ensemble. Il y en a. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignages, vos idées, vos propositions et vos commentaires surtout. On va continuer à réfléchir à tout ça sur les femmes et les enfants d'abord. On se retrouve juste après pour une prochaine rubrique sur le plateau cette fois-ci. François Billot de Leclerc, bonjour. Bonjour Floriane. On est ravis de vous retrouver sur le plateau des femmes et des enfants d'abord. C'est la deuxième fois que vous venez. Alors je rappelle quand même aux téléspectateurs qui vous êtes, même s'ils vous connaissent bien, ils vous retrouvent à la fin du JT. Vous êtes père de 6 enfants. Exactement. Voilà, diplômé de l'Institut d'études de Paris et de l'EM de Lyon.
faut pas oublier. Et vous avez suivi un cursus de doctorat en économie, mais surtout vous êtes très impliqué dans la vie associative et politique, et ce depuis des années. On en avait parlé avec l'association Stop au porno et aussi avec le collectif Audace, par exemple. Et aujourd'hui, justement, on va parler de l'éducation qui est peut-être la bataille, la mère des batailles d'ailleurs même, pour les candidats à l'élection présidentielle. François, si on dresse avec vous un constat rapide sur l'état de l'éducation et de l'enseignement en France aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses à sauver ? C'est-à-dire qu'il faut tout reconstruire. En réalité, il faut tout reconstruire. L'éducation nationale est une formidable machine à lessiver les cerveaux dès le plus jeune âge. Belkacem à l'époque, mais avant elle d'ailleurs, d'autres ministres successifs. En gros, le système s'est écroulé depuis une 50aine d'années. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est tellement loin de bons objectifs qui permettent d'épanouir les enfants, de véritablement les instruire et non pas les éduquer, qu'en réalité, il faut tout reconstruire. Alors, l'un des chevals de bataille de Macron pour refondre encore un peu plus le système éducatif qu'il a déjà bien massacré lors de son mandat, ce serait donc la revalorisation du salaire des enseignants, pourquoi pas. Et il y a quelque chose qui interpelle un petit peu plus, ce serait une plus grande autonomie pour les écoles selon les territoires. Et ce serait une autonomie aussi qui concernerait éventuellement le programme éducatif qu'on donnerait aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Enfin, qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Pour moi, c'est un véritable délire. C'est un véritable délire parce que, au contraire, l'éducation nationale, qui devrait d'ailleurs s'appeler instruction nationale, puisqu'il s'agit d'instruire et pas du tout d'éduquer, a pour but, effectivement, de faire que la France soit composée de Français et que tous les gens se comprennent, que véritablement l'instruction qu'ils ont suivie leur permet d'avoir les mêmes bases culturelles, les mêmes bases philosophiques, les mêmes bases intellectuelles, etc., pour ensuite s'épanouir dans une liberté évidemment totale. Mais il faut donc que les bases soient données. Aujourd'hui, aucune base n'est donnée et on voit bien que du coup l'éducation nationale, ce qu'on appelle l'éducation nationale, est une formidable machine en réalité à détruire complètement l'unité nationale puisque chacun fait absolument ce qu'il veut, que l'enfant est roi, que le professeur est au service de l'enfant et alors que normalement il doit simplement instruire l'enfant. Il y a tout à reconstruire de A à Z en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi de transmettre des drôles de valeurs à nos enfants finalement ? C'est évident. S'il y a une autonomie complète des programmes, il est évident qu'un établissement à vocation musulmane ne fera que de l'histoire musulmane, que la France sera noyée dans la grande communauté mondiale musulmane, il n'y aura absolument plus rien de français dans l'éducation. Donc on est dans un véritable, d'abord dans un délire, premièrement, ensuite une inégalité extraordinaire, parce qu'on voit mal dans ces cas-là comment un enfant dont le cerveau aura été véritablement lessivé par des professeurs musulmans pourra passer ensuite des diplômes, ce sera absolument impossible. Donc, ça renforcerait la communautarisation qui est déjà extrêmement forte. En fait, on aurait une communautarisation absolue, exactement. Exactement. Et alors justement, donc ce programme d'Emmanuel Macron, ça lui permet de griller par la droite et par la gauche Valérie Pécresse ainsi que Anne Hidalgo, par exemple. Mais d'ailleurs, à ces deux candidats-là, à ces deux candidates d'ailleurs, si l'on ajoute Jean-Luc Mélenchon, on a devant nous 3 candidats qui défendent la promotion également de la propagande LGBTQ, YZ à l'école. Cette propagande qui par ailleurs se diffuse sur le temps scolaire. Comment ça se fait qu'on en arrive là aujourd'hui à notre époque ? C'est-à-dire qu'on applique véritablement le vrai mot qui est donné et qui est en fait le mot réel qui traduit la réalité, c'est l'éducation nationale. On veut sortir complètement l'enfant d'une éducation familiale qui est évidemment la seule éducation qui vaille, c'est la famille qui éduque l'enfant, c'est certainement pas l'État. Je suis désolé, mais on n'est pas dans l'Allemagne nazie des années 30, on n'est pas dans les régimes communistes de tout le siècle passé, grosso modo, et encore maintenant dans certains pays communistes. Donc on est dans un véritable délire, c'est-à-dire qu'on applique les principes de la Révolution française, il faut extraire l'enfant de la famille et lui lessiver le cerveau pour lui inculquer les bonnes valeurs qui sont en ce moment les valeurs de la République. Donc on est dans une déséducation
nationale. Ce n'est pas une éducation nationale, c'est une déséducation nationale qui se double, en plus de ça, d'une non-instruction. Parce que aujourd'hui, les enfants, les adolescents qui sortent du système secondaire, mais c'est une véritable catastrophe. Le niveau est absolument désastreux. En gros, on estime maintenant que la moitié des élèves qui sortent donc qui ont leur bac, si vous voulez, sont à un niveau qui correspondrait peu ou prou au niveau de 3e d'il y a 50 ans. Donc on voit bien que c'est un écroulement complet. Donc et alors pour répondre très concrètement sur la question LGBT, ça c'est une aberration mais absolue. Il y a une nouvelle religion mondiale, c'est la religion LGBT, qui a ses prêtres, qui a ses temples, qui a et qui a même ses processions avec les fameuses fiertés LGBT qui sont un véritable délire. Et on veut tout simplement marteler dans la tête de nos chères têtes blondes que ça, c'est la religion du XXIe siècle. C'est une folie totale. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Le seul problème, c'est que ça marche très très bien. On a Éric Zemmour qui, bien sûr, est un candidat qui entend lutter fermement contre ces mesures et qui propose, lui, le retour au certificat d'études et à la blouse d'école chez les petits écoliers. Est-ce que c'est pas un peu nostalgique, ça, finalement? C'est une bonne idée ou c'est... Alors, le certificat d'études, c'est exactement la traduction de ce que j'indiquais tout à l'heure. L'instruction publique est chargée d'instruire. Et puis, si effectivement, à la fin de la 3e, l'instruction n'a pas été donnée, il n'y a pas de diplôme. Si en revanche, les enfants ont le niveau pour passer en seconde, ils ont leur diplôme. Et donc, je trouve que c'est très très bien. Ça remet effectivement la notion tout simplement d'excellence complètement en haut, parce que c'est évidemment ça. On accepte, c'est pas qu'on accepte, c'est qu'on est fou d'excellence pour le sport. Alors là, si on sait taper dans un ballon de foot, mais on est le Deus ex machina. Mais c'est un véritable délire. On se fiche de taper dans un ballon de foot. Ce qu'il faut, c'est que la société tout entière s'élève sur le plan intellectuel par une bonne instruction. Et puis, sur le problème, très très important, le problème de la blouse. Voyez-vous, quand on va dans un hôpital, il n'y a pas une infirmière qui n'ait pas une blouse blanche. Ça paraît une évidence. Et elles pourraient parfaitement, effectivement, notamment quand elles font du secrétariat, elles pourraient très très bien ne pas être en blouse blanche. On ne se salit pas, il n'y a pas du sang qui coule. Bon. Mais voilà, le professeur Raoult, bien connu de TV Liberté, se met toujours en blouse blanche, même quand il est dans son bureau. La blouse est un signe, c'est signifiant. Je pense qu'un élève, le fait qu'il ait une blouse, c'est signifiant. Il n'est pas là pour rigoler, il n'est pas là pour regarder son portable, il n'est pas là pour taper dans un ballon de foot, il est là pour s'instruire. Et le fait d'avoir une blouse, c'est tout simplement un habit par lequel on accepte de recevoir une instruction à égalité avec tous les enfants, sans que certains aient des robes à 1 000 € pièce ou d'autres des survêtements à 3 € achetés chez Lidl. Exactement. Donc voilà, je pense que la blouse est un excellent outil, en fait, de vulgarisation, je dirais, de la pédagogie. Vous venez de mentionner les portables. Justement, c'est une question qui m'intéresse parce qu'à ma connaissance, je n'ai entendu aucun candidat sur la question des portables en classe, qui est pourtant un fléau. Quelle est votre position sur la question? Les candidats n'osent pas en parler, tout simplement parce qu'ils ont peur. Là, c'est la peur d'être ringard, d'être... je connais, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, je travaille sur la pornographie depuis maintenant presque 20 ans, donc je crois connaître le sujet. Le portable est une véritable tragédie, puisque ça permet à tout enfant, dès l'âge d'avoir accès à tout, des choses ignobles, etc. Bon, donc n'en parlons même pas, c'est connu et ultra connu. Je connais un certain nombre d'établissements qui refusent absolument le téléphone portable, donc où les enfants n'ont pas de téléphone portable, ou s'ils en ont un, ils le laissent à l'accueil dans des petits casiers à cet effet, etc. etc. Si des établissements le font, c'est qu'il y a de bonnes raisons de le faire. Je signale que les grands patrons de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Microsoft et autres Facebook, ont créé et continuent à développer pour leurs enfants, pour le personnel, etc., des écoles dans lesquelles il n'y a aucun moyen technologique moderne. Ni ordinateur portable, ni téléphone portable. Ce sont eux qui le font. Donc si eux le font,
il faut le faire. Coïncidence, je ne crois pas. Écoutez, merci beaucoup François Billot de Lepner pour cette intervention. Encore Merci une fois, dans Floriane. Les femmes et les enfants d'abord. On se retrouve très bientôt, j'espère. J'espère. À la fin de chaque JT. Les sujets sont tellement vastes. Tous les jours, exactement. Alors, quant à nous, on se retrouve juste après la virgule pour une chronique qui m'avait un petit peu manqué. Vous allez voir, je vais vous présenter les feutres ultimes pour les parents, c'est-à-dire ceux qui ne perdent pas leur bouchon. On voit ça juste après ensemble. C'est le grand retour de la chronique consommation et en toute modestie, je crois avoir trouvé pour vous les feutres qui changeront votre vie. Oui, littéralement. Les voilà sous vos yeux ébahis, je n'en doute pas. Le concept est tout simple, il s'agit de relier les bouchons ensemble. Et ce sera très pratique, surtout si vous avez des enfants qui aiment faire des dessins à tel point que vous pourriez refaire votre papier peint, par exemple, avec les feuilles qu'ils engloutissent sous leurs œuvres d'art. Magnifique, bien entendu. Ce sont les feutres qu'il vous faut. Surtout si vos bouts de chou passent leur vie à perdre systématiquement les bouchons des feutres qu'ils utilisent, provoquant ainsi leur mort prématurée assurée, avec la fameuse pointe sèche quelques semaines plus tard qui ne dessinera plus, provoquant les pleurs de vos tout-petits. Et surtout, encore une fois, si vous en avez assez, de ramasser ces fameux bouchons transparents qui, de toute façon, une fois sur deux, roulent sous les meubles et qu'on ne voit plus ensuite que 2 fois l'an, lors du grand ménage ou au moment d'un déménagement. Est-ce que ça sent le vécu ? Peut-être, mais je ne vous dirai pas avec certitude. Avec ce système, vous l'aurez compris, il est absolument impossible de perdre quoi que ce soit car tous les capuchons sont reliés ensemble. Et ça, c'est tout bonnement du génie. Alors, voici les références de ce petit miracle. Il s'agit des feutres Stabilo, la marque Stabilo, vous savez, pour stabiloter. Sauf que là, ce sont les feutres de la référence Capi. On les trouve par boîte de 12 ou par boîte de 25. Ils sont disponibles chez Cultura ou en ligne sur la gigantesque plateforme dont il ne faut pas prononcer le nom, mais au cas où si vous avez deviné, cela ne me regarde pas et je ne vous jugerai pas trop, promis. Je vous mets dans la référence juste en dessous, en description de cette vidéo, le lien pour atterrir sur la référence des feutres. Et ensuite, ce sera à votre discrétion, là où vous déciderez de les acheter. Les capuchons à enfiler, il faut passer donc cette petite chose rouge qui passe dans les capuchons, tous ensemble. C'est un petit peu pénible pour ne pas vous le cacher, mais une fois que c'est fait, promis, ça ne bouge plus. Et autre avantage de taille, eh bien, en plus de ne plus perdre les bouchons, bien sûr, vous l'aurez compris, vous ne perdrez pas non plus la moitié des feutres puisqu'ils sont attachés tous ensemble et ça ne bouge pas. Enfin, je dis vous, On sait que ce sont les enfants qui font toutes les bêtises, bien entendu. Et à propos d'enfants d'ailleurs, juste après la virgule, on passe à la chronique lecture avec Valérie Daubigny et Anne-Laure Blanc. C'est parti, je leur laisse la parole. Nos grands lecteurs à partir de 13-14 ans, un excellent roman de Sophie de Mullenheim dans la collection Gypsy Book. C'est le dernier de cette série qui ne nous a jamais déçus. Cette fois-ci, Sophie de Mullenheim, avec son talent d'évocatrice et connaissance en histoire, nous emmène dans une période que nous connaissons peu, celle de la guerre froide, et notamment de la guerre des étoiles. Nous partons au départ du 10 novembre 1920 dans le port de Sébastopol qui emmène au loin des Russes blancs qui fuient leur pays. Et parmi ces Russes, Anastasia et Vera, l'une fille d'un général tsariste et l'autre fille de domestique de cette famille dans laquelle elle a été toujours très heureuse. Et elles sont très amies. Elles partent aux États-Unis. Des années plus tard, en 1962, aux États-Unis et en Russie, un garçon et une fille à peu près du même âge se préparent pour être sélectionnés pour participer à cette course aux étoiles. L'un va travailler pour la NASA, l'autre sera la première femme cosmonaute en URSS. Mais le passé va ressurgir et des secrets de famille enfouis qui nous ramènent dans ce port de Sébastopol. Je n'en dis pas plus. En tout cas, c'est à travers la mémoire flageolante d'une femme âgée que nous allons repartir dans le passé. Cela fera ressortir des blessures, mais en même temps, un magnifique nouveau départ. Vous ne vous ennuierez pas et mon conseil, volez ce livre à vos enfants. Vous passerez un excellent moment. Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un roman pour les adolescents à partir de 11-12 ans, disons. Il est écrit par Louise Guillemot, une jeune helléniste. Mais qui dit helléniste ne dit pas vieille dame triste, dit au contraire jeune femme dynamique, pétillante, pétulante, pleine de joie. Le roman s'appelle « Les véritables aventures d'Homère, premier des poètes ». Et en effet, que sait-on d'Homère ? A-t-il seulement existé? Où a-t-il vécu? Quand a-t-il vécu? A-t-il écrit l'Iliade et l'Odyssée? Eh bien, la Muse, après 3000 ans de secrets, va nous le dévoiler dans ce roman palpitant. Un roman très très drôle, où Louise Guillemot s'amuse comme une petite folle à nous raconter ses aventures d'Homère. Ulysse viendra à son tour. Et que se passe-t-il? On a des batailles d'oranges, par exemple, quand les pirates attaquent le bateau. On assiste aux Jeux Olympiques avec une petite demoiselle brigande qui n'a qu'une envie, c'est aussi de participer aux Jeux, alors que c'est interdit pour les demoiselles. Bref, il nous arrive énormément d'histoires, c'est très très drôle, c'est bien mené. Quels sont les enfants qui, après avoir lu ce roman, n'auront pas envie de s'initier au grec ancien? Eh bien, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. C'est une grande réussite de Louise Guillemot de passionner les enfants, comme elle a été passionnée adolescente, par l'Antiquité grecque. Voilà ce qui va révolutionner un petit peu ce regard qu'on a sur l'Antiquité. C'est franchement drôle et offrez ce roman à vos adolescents, vous verrez, ils ne décolleront pas. En plus, c'est superbement illustré par Clara Dupré, c'est très joliment fait, plein de couleurs, et ce livre, vraiment, c'est un rayon de soleil. En fin d'hiver, ça sera vraiment, vraiment un grand plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, vous avez l'habitude, voici un nouveau dessin de Coucou Pauline sur le rituel du bain avec un enfant contre le même moment, mais avec plusieurs enfants. 2 salles d'eau, 2 ambiances, mais plus on est de fous, plus on rit. Sauf bien sûr au moment de passer la serpillière. On se dit à très vite sur TV Liberté. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle également de cliquer sur le pouce en l'air pour booster le référencement de cette vidéo. À tout bientôt.